En 20 ans, rien n'a changé. Les mêmes technocrates avec les mêmes habitudes, les mêmes intérêts qui prévalent sur la santé et l'environnement. On est dans le greenwashing politique permanent. Chère Corinne Lepage, merci de nous accueillir en ce début d'année 2021. Chez Time for the Planet, on a un mouvement citoyen qui est tourné vers l'action, mais on ne néglige pas pour autant la réflexion. Et c'est pour ça qu'on rencontre des personnalités inspirantes comme vous. Donc c'est parti. Vous êtes l'une des avocates françaises les plus engagées en faveur de l'environnement. Vous avez également été ministre de l'Environnement de 1995 à 1997, puis députée européenne de 2009 à 2014 et enfin fondatrice du mouvement CAP 21. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques petites questions. Est-ce que, Madame la Ministre, je peux vous tutoyer pour cette conversation ? Si ça vous fait plaisir, Madame le Ministre, je ne suis pas plus attachée que ça. Moi, je n'ai pas le tutoiement très facile, mais ça ne me dérange pas du tout que vous me tutoyez, si ça vous fait plaisir. Génial. Je vous offre un petit cadeau. Pas besoin de deviner tout de suite pourquoi, mais on y reviendra plus tard. Comme ça, vous pourrez réfléchir. Du savon de Marseille. C'est un petit clin d'œil. Voilà, vous laisserez réfléchir. Même si beaucoup de gens te connaissent, est-ce qu'en 2 minutes, tu peux nous résumer un tout petit peu ton parcours ? Mais attention, on ne veut pas un épluchage de CV, plutôt nous dire aussi où tu as grandi, si tu as des enfants, à quel moment tu as pris conscience du sujet du dérèglement climatique, voilà, des éléments un peu plus personnels. Je grandis à Paris, je suis mère de famille, grand-mère de famille aujourd'hui. Félicitations. J'ai 2 enfants, avec mon mari, nous avons 7 petits-enfants. Que dire d'autre ? Je suis venue à l'environnement il y a 1975, donc ça fait 45 ans, chose comme ça. Hein, non ? Comment ? D'abord par ma thèse, parce que j'ai fait une thèse, un doctorat d'État sur la notion de coût social. Et réfléchissant sur le coût social, je suis venue évidemment aux aménités négatives et à la question de l'environnement. Et puis surtout avec la rencontre de mon mari en 1977, qui est vraiment le précurseur du droit de l'environnement, puisque c'est lui qui a mené le premier procès qui était celui des Brouges de la montée d'Issonne en Méditerranée en 1969. Voilà. Le climat, c'est venu un peu plus tard. J'ai commencé avec les pollutions marines, Amoco Cadiz d'abord et Rika après. Et avec le nucléaire, où j'ai commencé dans les années 77, c'est un de mes premiers dossiers, c'était la centrale nucléaire de Flamanville, 24 décembre 77, ça ne s'oublie pas, 24 décembre. Les mauvais coups, c'est toujours en décembre ou le 14 juillet ou le 15 août, toujours. Mais j'ai pris vraiment conscience des questions climatiques, je dirais au tournant des années 90 et surtout à partir de 95, avec les premiers rapports du GIEC et la première COP qui s'est tenue quand je venais juste d'être nommée ministre. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser justement au terrain judiciaire qui peut faire avancer la cause climatique. Tu es l'avocate d'un procès emblématique qui a fait la une des journaux. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi tu as accepté de défendre la mairie de Grande-Synthe contre l'État français ? Comment est-ce que le maire a réussi à te convaincre ? Il ne m'a pas convaincue, j'étais convaincue d'avance. En fait, on avait la même idée qu'il fallait faire quelque chose, et je connais bien Damien Carême, et on a discuté, il m'a dit « Qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire ?» Je lui ai dit « Écoute, voilà ce qu'on pourrait faire. » Et donc on est parti sur cette idée, alors qui est un peu différente de celle de l'affaire du siècle. C'est le même terrain, mais ce n'est pas la même conception. Moi, ce qui m'intéressait, c'est pas tant de faire reconnaître la faute de l'État, ce qui est très bien sur le plan symbolique, c'est de l'obliger à changer. Voilà. Donc j'ai proposé à Damien Carême, qui était à l'époque maire de Grande-Synthe, mais le maire d'aujourd'hui continue l'action lancée par Damien Carême, heureusement, sinon il n'y aurait plus de procès. J'ai proposé que nous demandions au Premier ministre et au ministre de l'écologie, monsieur qui était à l'époque François de Rugy, qui a d'ailleurs très mal pris la chose en disant vous pouvez vous reporter aux déclarations de l'époque en disant c'est quand même pas les juges qui vont nous dire ce qu'on a à faire, vous voyez, en gros, de faire une demande à ce que la France respecte ses engagements et soit dans les clous sur le plan des émissions de gaz à effet de serre. Évidemment, nous n'avons pas été honorés d'une réponse et par conséquent, nous avons saisi le Conseil d'État d'une demande tendant à avoir d'une part annulé le refus d'agir et d'autre part ordonné à l'État d'agir pour être dans les clous. Et donc le 19 novembre, le Conseil d'État nous a répondu positivement en disant quoi ? En disant d'abord, pour la période 2016-2019, on n'est pas dans les clous, c'est illégal. Donc c'est tout à fait normal que la faute de l'État en soit déduite. Quand vous êtes dans l'illégalité, vous êtes fautif. Ça, c'était jugé par le Conseil d'État.
Mais comme je ne vais pas demander de constater la faute, il ne l'a pas dit. Mais c'était la conséquence logique. Deuxièmement, pour la période 2020-2030, qui est celle qui nous intéresse aujourd'hui, l'État disait, je n'ai pas d'obligation, les accords de Paris, bof, quoi, c'est pas obligatoire, et les lois de programmation, c'est des objectifs, mais bon, si on ne les remplit pas, il n'y a pas d'obligation. Et là, le Conseil d'État dit, arrêtez, vous ne pouvez pas dire ça, vous avez pris des engagements, vous devez les tenir. Donc c'est obligatoire, première étape. Ensuite, l'État disait, de toute façon, on est en 2020, vous n'allez pas en 2020 me dire où je serai en 2030, vous n'en savez rien. Le Conseil d'État répond, c'est possible. Mais si vous voulez avoir une chance d'atteindre vos objectifs en 2030, il faut commencer en 2020. Et les objectifs, ils sont année par année. Donc, en 2021, on va voir si vous êtes dans les clous pour atteindre 2030. Donc, je juge, moi, Conseil d'État, que, je jugerai au jour de ma décision et non pas en 2018, ni en 2030, mais en 2021, que deuxièmement, je vous donne 3 mois qui vont donc s'achever le 19 février, donc c'est très bientôt, pour me dire comment vous comptez vous y prendre pour atteindre vos objectifs. Donc nous, on est en train de préparer notre argumentation pour dire on est complètement en dehors des clous, surtout avec les nouveaux objectifs communautaires qui sont montés de 35 à 55%, et vous n'avez aucune chance avec ce que vous faites actuellement d'y arriver. Donc, demandez au Conseil d'État de le constater et d'enjoindre à l'État de changer ses objectifs, ses politiques tout au moins, pour atteindre les objectifs. D'accord. Est-ce qu'il y a des chances de remporter ce procès ? Qu'est-ce que tu veux obtenir in fine ? Est-ce que c'est de l'argent ? Est-ce que c'est symbolique ? Est-ce que c'est vraiment les forcer à l'action ? L'argent, je veux dire, ça ne sert à rien. C'est quoi ? C'est l'État qui va payer à l'État. C'est vous et moi qui allons payer, vous et moi. Ça ne sert à rien du tout. Non, ce que je veux obtenir, c'est que l'État, que le Conseil d'État dise à l'État, 1, vous êtes hors des clous, et 2, voilà ce que vous devez faire. Alors, il ne va pas donner les mesures, ça c'est à l'État de choisir ces mesures. Mais voilà le temps que je vous donne pour atteindre votre objectif. Vous avez par exemple 6 mois pour changer la rénovation des bâtiments, votre politique des transports, votre politique agricole, etc., etc., pour atteindre votre objectif. Et s'il ne le change pas ? Alors, à ce moment-là, effectivement, il y aura une astreinte qui sera prononcée. C'est-à-dire que le ministère des Finances devra sortir X milliers d'euros ou centaines de milliers d'euros par jour ou par mois de retard. Mais derrière cela, il y a une autre conséquence. Elle est d'abord en termes d'image, parce que pour la France, c'est détestable. Je veux dire, on a un président de la République qui se balade dans le monde entier pour vanter les accords de Paris et fustiger ceux qui ne les respectent pas. Donc, il va avoir une crédibilité qui est quand même entre faible et nulle. Et deuxièmement, Bercy n'aime jamais être condamné à une astreinte. Bien sûr. Parce que c'est de l'argent qu'il sort et qui rentre, certes, mais enfin qui sort. On a aussi beaucoup parlé du procès lancé par 4 ONG françaises et qui a aujourd'hui d'ailleurs remporté une belle victoire. Il y avait également une pétition de plus de 2 millions de citoyens qui soutenaient ça, qui s'appelle l'affaire du siècle. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'ils demandent, quel recours ils ont choisi et en quoi c'est complémentaire avec ton action à toi ? C'est très complémentaire et ça l'est du reste tellement que ces 4 associations sont venues soutenir l'action de Grande Sainte devant le Conseil d'État. On part sur les mêmes choses, la même carence. Simplement, les associations ont choisi la voie de la responsabilité, c'est-à-dire de faire juger que l'État était fautif. Et c'est là-dessus qu'ils ont gagné. Par contre, ils avaient demandé à obtenir la réparation du préjudice écologique. Et le tribunal administratif dit oui, il y en a un, préjudice écologique, c'est vrai, mais vous ne pouvez pas le demander, vous. Donc là-dessus, ils ont perdu sur cette partie-là de la décision. Mais si vous voulez, on parle de la même chose. Ce qu'ont expliqué les associations et là où elles ont gagné, c'est exactement pour les mêmes raisons qu'on a gagné au Conseil d'État. C'est-à-dire que l'État n'est pas dans les clous, qu'il y a un certain nombre d'objectifs à tenir et que ces objectifs ne sont pas tenus. D'accord. Tu as dit judiciariser le combat climatique, c'est la seule manière d'agir. Pourquoi recourir au juge, à part parce que tu es avocate, mais pourquoi recourir au juge ? Pourquoi cette voie judiciaire, elle est pertinente aujourd'hui ? Parce que la voie politique l'est pas. Tout simplement. Moi, j'ai fait un choix, j'ai fait de la politique pendant longtemps. Vous avez été ministre ? J'ai été ministre, j'ai été député européen, j'ai été élu local pendant 12 ans.
Je considère qu'on est arrivé à un stade, en particulier depuis 2017, où on est dans le greenwashing politique permanent. Et je pense qu'on ne peut plus jouer à ça. Et que donc, en tout cas en France, peut-être dans d'autres pays ça se passe autrement, mais chez nous, la seule manière d'agir, me semble-t-il aujourd'hui, il y a bien sûr tout l'aspect pétition, manifestation, tout ça c'est très important, parce que ça montre la mobilisation de l'opinion publique, et un jour l'opinion publique c'est un électeur, quelque part, mais c'est aussi obligé juridiquement à changer. Et je pense que ça c'est extrêmement important, en tout cas moi c'est la voie que j'ai choisie parce qu'elle me semble efficace. Et c'est pas une voie qui te paraît trop longue par rapport au niveau de l'urgence climatique ? C'est déjà plus rapide que ce que fait l'État, je ne dis pas que c'est rapide, Enfin, là, on a été jugé en 2 ans. Oui, c'est long. Enfin, l'accord de Paris, c'est 2015 et on n'a encore rien fait, et ça fait 5 ans. Donc, voilà. Ouais. Aujourd'hui, il y a plus de 1500 procès en cours sur le climat, je crois, dans le monde entier. On parle beaucoup de la jurisprudence, alors je ne sais pas si je le prononce correctement, Urgenda, c'est ça, aux Pays-Bas. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? Pourquoi ça t'a aidé dans ton combat ? Pourquoi c'est vraiment très important comme jurisprudence ? Alors, Urgenda, c'est une association hollandaise qui veut dire urgence d'agenda, qui a donc saisi le tribunal de première instance des Pays-Bas pour faire constater qu'en réduisant de 19% leurs émissions de gaz à effet de serre, les Pays-Bas n'en faisaient pas assez et qu'il fallait que ce soit 25%. Donc ce n'est pas tout à fait la même logique que nous. Nous, on dit l'objectif, il est correct, mais vous n'y êtes pas. Et donc, ils ont gagné en première instance, ils ont gagné en appel, ils ont gagné devant la Cour suprême néerlandaise. Le fondement n'est pas tout à fait le même. Le fondement majeur d'Urgenda, c'est la Convention européenne des droits de l'homme. C'est-à-dire les articles 2 et 8. L'article 2, c'est le droit à la vie. Et l'article 8, c'est le droit à une vie familiale normale, qui est interprété par la Cour européenne des droits de l'homme comme signifiant droit à un environnement sain. Toute la jurisprudence environnementale de la Convention européenne, de la Cour européenne des droits de l'homme, elle est fondée sur l'article 8. Alors, ce qui est très intéressant dans cette décision, c'est qu'elle est susceptible d'être appliquée à toute l'Europe, et pas seulement à l'Europe Union européenne, mais à l'Europe, 56 États du Conseil de l'Europe. Malheureusement, le Conseil d'État, dans l'arrêt qu'on a gagné, Grande 7, ne s'appuie pas sur les articles 2 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il a choisi le fondement des lois de programmation françaises, qui découlent des accords de Paris. Mais vous avez peut-être vu qu'il y a des jeunes Portugais qui ont saisi la Cour européenne des droits de l'homme d'une action qui a été jugée recevable. Et donc, on peut penser que la Cour européenne des droits de l'homme veut avancer sur ce sujet. Très bien. Et donc c'est grâce à ces différentes victoires et ces différents combats en cours que dans tous les pays, ça progresse progressivement. Plusieurs avocats ou ONG demandent dans la création dans la loi internationale de la notion de crime d'écocide, un peu j'imagine comme le crime de l'humanité. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? Est-ce que c'est quelque chose que tu soutiens ? J'ai compris que ça avait comme avantage d'aller sur du pénal, et donc vraiment de faire un peu flipper les gens. Est-ce que tu peux nous expliquer si tu es pour et comment ça marche ? Oui, bien sûr, je suis pour. Je suis pour, mais je vais expliquer le pourquoi du comment. C'est quoi un écocide ? L'écocide, c'est écos et cide, qui vient du latin cedo, qui veut dire tuer. C'est ce qui tue le vivant, l'écocide. Donc, c'est effectivement criminel. Tuer est criminel. Donc, on dit écocide comme on dit homicide, comme on dit féminicide, etc. Ça concerne quel cas ? Ça concerne des cas dans lesquels l'acte de dégradation, de destruction est d'une importance telle qu'il tue l'écosystème. Donc, ce n'est pas la petite pollution de la rivière, c'est pas ça un crime d'écocide. Un crime d'écocide, c'est la déforestation brésilienne, la plainte que vient de déposer le chef Raoni s'inscrit dans cette logique. Lorsque nous avons fait le procès Monsanto à La Haye en 2016 avec Marie-Monique Robin, la question avait été posée au tribunal, qui n'était pas un vrai tribunal, mais qui était une organisation composée de magistrats, auquel nous avons posé des questions en droit, qui a rendu un avis en droit.
Nous lui avions posé la question de savoir si, dans la mesure où le crime d'écocide existait, la mise sur le marché du glyphosate et de produits analogues constituerait un écocide. Et la réponse avait été oui. Tout simplement, et vous avez encore des articles qui sont sortis très récemment, parce que le nombre de victimes de ces produits est absolument colossal. Donc oui, je défends cette idée. Mais je défends cette idée liée à ce que j'appelle l'humanicide, qui n'est pas le crime contre l'humanité au sens auquel on l'entend habituellement, issu du tribunal de Nuremberg, et qui punit des comportements qui ont visé à avoir un comportement à l'égard des humains qui ne se rattache pas à ce que la dignité humaine peut accepter, même en période de guerre. L'humanicide est pour moi le pendant de l'écocide, c'est-à-dire le fait de tuer une partie de l'humanité en passant par la voie environnementale. Quand je viens de parler de l'écocide via Monsanto, pour la question du glyphosate, on utilise un produit qui va détruire le vivant et à terme détruire l'humain. Donc il y a un lien entre les deux. Donc oui, je défends tout à fait cette idée, mais je pense que c'est surtout valable au niveau international. Parce que au niveau national, il faut quand même que ce soit des infractions extrêmement lourdes. En revanche, et c'est là où je suis très déçue de ce qu'a fait le gouvernement, du crime d'écocide qui était proposé par la Convention citoyenne, on est passé à un délit d'écocide. Déjà, pour moi, délit d'écocide, ça n'a pas de sens. Un délit, c'est une infraction, certes, mais mineure, qui n'entraîne pas la mort. Si ça entraîne la mort, c'est un crime. C'est un crime, sauf si c'est non intentionnel, si c'est un accident. Mais ce n'est pas un accident, en règle générale. Donc on pouvait, en revanche, espérer un délit général d'atteinte à l'environnement, c'est-à-dire qui réprime les délits commis dans les milieux. Quand vous détruisez un espace, quand vous détruisez des sols, quand vous détruisez des espèces non protégées, la question peut se poser. Elle se pose d'autant plus que le droit communautaire exige aujourd'hui, de la part des États membres, qu'il y ait une répression par le droit pénal des principes de droit de l'environnement. La France n'a jamais transcrit ce texte. Nous avons des infractions environnementales pour les milieux, pour l'eau, pour les espèces protégées, et c'est à peu près tout. Pour l'air, il n'y a rien. Pour le sol, il n'y a rien. Pour les paysages, il n'y a rien. Pour les espèces non protégées, il n'y a rien. Les infractions qui existent en matière d'installation classée ou autre, c'est des infractions administratives, c'est-à-dire vous n'avez pas respecté votre autorisation et en plus vous avez eu une mise en demeure et vous n'avez pas respecté votre mise en demeure. Ou bien vous avez travaillé sans autorisation. Mais si vous voulez, on ne s'intéresse pas au milieu, on ne s'intéresse pas à la gravité de la pollution, on ne s'intéresse qu'au point de savoir vous êtes dans les clous avec l'administration ou vous n'êtes pas dans les clous avec l'administration. Ça n'a rien à voir avec l'environnement. Voilà. Or, même ça n'a pas été admis dans la loi, projet de loi, puisqu'on est simplement sur la répression des atteintes les plus graves à l'environnement. C'est-à-dire que ça sera appliqué de manière très, très, très rare. Voilà. Donc on est très, très loin de compte. Et en plus, j'ajouterais que par-dessus le marché, la loi a prévu, ça a été voté ça en décembre, d'ouvrir la voie aux entreprises à la transaction pénale, c'est-à-dire pas de procès. Je paye, mais on n'en parle pas. Il n'y a pas de procès. D'accord. Et du coup, de ce que je comprends, tu penses que le système judiciaire actuel, il n'est pas vraiment assez équipé pour faire face. Donc je comprends qu'il n'y a pas forcément encore les bonnes lois ou pas les bonnes choses. Il n'y a non seulement pas les bonnes lois, mais il n'y a pas la justice qu'il faut. Mais ça, c'est un problème plus large. Nous sommes en France dans un état de sous-développement judiciaire considérable. Nous avons le plus petit budget de toute l'Europe en matière de justice. Nous dépensons pour notre justice 2 fois moins que les Anglais ou les Allemands, par exemple. Donc nos procédures sont très longues,
parce qu'il n'y a pas assez de magistrats, il n'y a pas assez de greffiers, il n'y a pas assez de moyens. Est-ce que les juges sont formés, par exemple, sur les questions de l'environnement? Alors, il y en a de plus en plus, ouais. à l'École nationale de la magistrature, bien sûr, de plus en plus. Il existe un pôle santé-environnement qui a été créé il y a maintenant une quinzaine d'années. Il y en a à Paris, il y en a à Marseille. Sauf qu'il y a en tout et pour tout 7 magistrats, je crois, quelque chose comme ça. Mais ça ne fait pas beaucoup. Bon, ce qui fait, par exemple, qu'on m'a rendu une ordonnance de non-lieu dans l'affaire des algues vertes, ça date de 2008. On est en 2021. Ça fait réfléchir quand même. Oui, le temps de la justice se rallonge. Je voudrais revenir sur le petit cadeau qu'on t'a fait. Il fait référence à quelque chose que tu as écrit. Est-ce que tu devines le clin d'œil? Alors, en fait, j'hésite entre plusieurs. C'est un savon de Marseille. Le savon de Marseille, c'est un savon naturel. Donc, ça pourrait faire référence à l'abécédaire santé-environnement. C'est une idée. Mais mon petit doigt me dit que c'est pas ça. Non, c'est par rapport à un livre que tu as écrit, justement, puisque nous, Time for the Planet, on est un mouvement citoyen, et dont le sous-titre est Plaidoyer pour la société civile au pouvoir. Est-ce que ça dit quelque chose? Oui, bien sûr, c'est main propre. C'est les mains propres, d'où la petite blague sur les savons. Donc chez Time for the Planet, comme je disais, on mise beaucoup sur la société civile qu'on essaie de fédérer. Est-ce que tu penses que, toi, est-ce que c'est de la société civile que viendra la solution? Est-ce que c'est ça que tu dis dans ton livre? Oui, dans mon livre que j'ai écrit en 2015, donc ça remonte déjà à quelques années, ou 2014, je ne sais plus, quelque chose comme ça, j'expliquais que je voyais venir l'explosion des partis politiques, sans quoi je ne me suis pas gourée, et une défiance croissante liée notamment à des modes de fonctionnement qui n'étaient absolument pas éthiques, pour ne pas dire davantage. Ce qui m'a du reste causé beaucoup de problèmes, comme on sait, avec le modem. Bon. Ceci étant, donc, je disais, il faut absolument changer le mécanisme démocratique, faute de quoi on va sortir du système démocratique. Et aujourd'hui, on y est. Je veux dire que le système de défiance généralisée dans lequel nous sommes, où plus personne n'a confiance dans personne, ça ouvre la voie à n'importe quel populisme, à n'importe quel fake news, à n'importe quel cinglé, qui, parce qu'il a l'art oratoire, serait capable de convaincre les gens que la Terre est plate. Il y a quand même 10% de nos concitoyens qui croient ça, au hasard. Ou que l'évolution, ça n'existe pas et qu'on est créationniste, là, il y en a 25%, etc., etc. Voilà. Donc, une société civile éduquée, à laquelle on prend le temps d'expliquer les problèmes pour qu'elle puisse se faire son propre jugement. C'est pour ça que je suis une grande défenseur, non seulement de la Commission nationale du débat public, mais des conférences de consensus. Voilà. La Convention citoyenne a montré que quand on prend le temps, et encore c'était 3 week-ends, d'expliquer aux gens les problèmes, ils les comprennent parfaitement. Oui, ils deviennent parfois même radicaux, alors qu'au départ, ils n'y croyaient pas, ils étaient climato-sceptiques. Exactement. Et donc, c'est bien une question de compréhension des problèmes. Et moi, je pense que la démocratie du XXIe siècle, elle passe par là. D'accord. Tu as été 2 ans ministre de l'Environnement, puis ensuite tu as écrit un autre livre, je crois que c'est « On ne peut rien faire, Madame la ministre ». Qu'est-ce que tu dénonces dans ce livre? En fait, c'est que t'étais empêché. Pourquoi tu dis que le politique ne peut rien? Est-ce que c'est le système qui est trop lourd? Est-ce que c'est juste un manque de courage? Pourquoi on ne peut rien faire, Madame la ministre? Alors, j'ai pas dit « je ne peux rien faire ». Pourquoi j'ai pris cette phrase-là? Parce que c'est celle qui revenait constamment lorsque je proposais quelque chose de différent. C'était jamais possible. C'était jamais possible parce que c'était pas l'habitude, parce que c'était pas la loi, parce que c'était pas l'argent, on n'avait pas l'argent pour, parce qu'on n'a pas les fonctionnaires pour, parce que Bercy n'en voulait pas, parce que machin n'en voulait pas, etc. C'était a priori jamais possible. Et moi, je pars de l'idée que quand on veut, on peut. On peut pas arrêter le Covid, ça dépend pas de nous, mais ce qui dépend de l'humain, il peut le faire, s'il le veut. Voilà. Question de volonté politique. Et ce que j'ai décrit, écoutez, dans ce livre, si vous écoutez les raisons de la démission de Nicolas Hulot, vous lirez à peu près la même chose. C'est-à-dire que ce qui se passait en 1997 s'est passé de la même manière en 2018. C'est-à-dire en 20 ans, rien n'a changé. Les mêmes technocrates avec les mêmes habitudes, les mêmes intérêts qui prévalent sur la santé et l'environnement, les mêmes lobbies qui ont accès à tous les leviers du pouvoir, voire un peu plus probablement aujourd'hui que ce n'était le cas il y a 20 ans.
D'accord. Et donc, les lobbies, notamment industriels, c'est quelque chose qui freine... Pas que. Les lobbies en général, c'est ça? Pas que, industriels, agricoles. La FNSEA, dans son genre, n'est pas mauvaise non plus. Hein. D'accord. La chasse, pas mauvaise non plus. Ok, donc lobby nucléaire, pas mal. Enfin, il y en a quelques-uns. Hein. Qui freinent l'action politique aujourd'hui. De ceux qui essayent d'aller dans une direction différente, oui, bien sûr. D'accord. Est-ce que, donc, tu as été aussi députée européenne, il y a le Green New Deal qui s'annonce et la taxonomie. Est-ce que ça, c'est des bonnes mesures? C'est excellent. Je pense que la taxonomie... D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est? Parce que c'est pas très simple. Le Green New Deal, c'est en fait des milliards d'euros qui sont mis sur la table pour transformer notre système économique. Comme tout passe quand même par les investissements, par la formation des gens, si vous enlevez des subventions à certains secteurs ou des avantages fiscaux, il faut en donner à d'autres pour qu'ils puissent embaucher les gens. Il faut avoir des programmes, que ce soit sur la rénovation des bâtiments, sur une mobilité douce, sur des villes connectées, sur une agriculture transformée, etc. Tout ça, c'est beaucoup d'investissements. C'est ça le Green New Deal. Donc moi, je ne peux être que pour. La taxonomie, c'est autre chose. On s'attaque là au levier financier. Et on dit, voilà ce qu'est un investissement durable. Donc, comme les financiers font de la communication sur la durabilité de leurs investissements, que certaines choses sont maintenant pas possibles, par exemple l'investissement dans le charbon, par exemple. Demain, c'est dans le pétrole et le gaz, en tout cas le pétrole, le gaz après-demain. Les financiers et les investisseurs vont être obligés de justifier des investissements qu'ils font. Or, on parlait du greenwashing politique, le greenwashing financier, ça existe tout pareil. Et donc, ce qu'a fait l'Europe, et qui me paraît vraiment une révolution, c'est de définir ce qu'était un investissement durable. C'est quoi un investissement durable? C'est un investissement qui d'abord va dans 6 secteurs, qui sont la lutte contre le dérèglement climatique, l'adaptation au changement climatique, la biodiversité, l'économie circulaire, les systèmes marins et aquatiques, et il y en a un 6e que j'ai oublié, je ne sais plus lequel. Ça, c'est le premier point. Mais il y a plus intéressant encore. Non seulement vous devez être dans un de ces secteurs, apporter un avantage important dans un de ces secteurs, mais en plus, vous ne devez pas nuire aux autres. Et ça, c'est très nouveau. Parce que ça veut dire, par exemple, je fais de la rénovation des bâtiments, mais en même temps, je le fais à un endroit où je détruis 42 espèces protégées, c'est pas possible. Vous ne serez pas durable. D'accord. Vous voyez, ça, c'est une vraie révolution. C'est un changement très positif. Très positif. Donc, on va bientôt finir, mais chez Time for the Planet, nous, on essaie d'être résolument optimiste. Pour toi, quelles sont les raisons d'y croire, de se dire que non, tout n'est pas foutu? Les jeunes, vous, ce que vous faites, nous sommes une génération, moi je suis baby boomer, hein, nous sommes une génération qui avons beaucoup à nous reprocher. On est né juste après la guerre. La période de la reconstruction, mais ça vous paraît à vous très lointain. Quand j'en parle à ma petite fille qui a 18 ans, ça lui paraît Mathusalem. Hein. Mais c'était une période de vaches très maigres. Hein. Moi, quand je suis née, chez mes parents, qui étaient une classe moyenne, hein, il n'y avait pas de télé. Mon père a eu une 2 chevaux quand j'avais déjà 4-5 ans. On avait un petit appartement. Quand le frigidaire est arrivé, ça a été une révolution, etc. C'était ça. Hein. Bon, ensuite, il y a eu la société de consommation dans laquelle la génération suivante, c'est-à-dire celle de mes enfants, a vécu. Mais que nous avons, nous, propulsé, hein, quand même, quelque part, sans du tout nous préoccuper pour l'essentiel, même s'il y avait quelques zozos comme moi qui commençaient déjà à tirer la sonnette d'alarme, sans vraiment nous préoccuper des conséquences que tout cela avait pour la planète, hein, pour l'environnement, pas la planète, mais l'environnement, le vivant, les ressources naturelles, etc. Et quand je vois les réactions aujourd'hui des jeunes, la manière dont vous posez les problèmes, ce que dit Greta Thunberg quand elle dit « Pourquoi tu veux que j'aille à l'école si j'ai pas d'avenir ?» Mais elle a entièrement raison, c'est la grande question. Donc moi, je pense que cette réaction très saine des jeunes qui veulent vivre, qui veulent y croire, c'est absolument formidable. Et c'est ça l'espoir.
Parfait. Dernière petite question, j'ai eu la chance de pouvoir te présenter en détail l'aventure Time for the Planet et tu as décidé de devenir associé, donc merci. Pour toi, miser sur l'innovation pour essayer de décarboner l'économie en transformant ces innovations d'entreprise, c'est une solution qui te semble pertinente, qui peut participer à la résolution du problème? Je pense qu'on ne fera pas sans les entreprises. C'est absurde de penser ça. Et beaucoup d'entreprises sont engagées dans cette voie. Donc déjà, il faut séparer entre les entreprises qui travaillent au local et les mondialisées qui décident pour nous tous. C'est déjà pas la même chose, on ne parle pas du même monde. Et deuxièmement, on ne peut pas croire que la technologie va nous sauver, mais on ne peut pas croire qu'on fera sans la technologie. Donc l'équilibre, il est à trouver dans un progrès technologique qui est fait pour l'humain et le vivant. Très bien. Bien, pour conclure, d'abord, merci. On a décidé d'instaurer un petit rituel. Voici notre livre d'or, réalisé par les petites mains de notre communauté. Et on demande à toutes les personnalités d'écrire un petit mot d'encouragement pour Time for the Planet. Et puis, on te laisse sortir ta plus belle plume. Et encore, merci beaucoup, Corinne. Bravo à Time for the Planet. Vous participez de l'espoir d'une vie digne et heureuse sur Terre pour l'humanité et le vivant. Génial. Ben, merci beaucoup. Merci à vous.